Henri Guénaud, vous y entendez une critique d'Emmanuel Macron et de sa politique ces dernières années ou pas? Alors, je pense que tout le discours de François Bayrou était une critique en creux de la façon dont la France est gouvernée depuis 2017. On est d'accord. Parce qu'on a gouverné sur le vieux principe du si vieux monde dont on voulait se débarrasser, qui est celui du diviser pour régner. Voilà. On a instrumentalisé les divisions des Français à tout moment, division politique, division sociale, culturelle, etc. Et ce qu'il dit sur le mouvement des Gilets jaunes est très juste. Alors, ça ne s'adresse quand même pas qu'à Emmanuel Macron. Non, mais quand même un peu à lui. Oui, mais il est président de la République. Le rôle premier du président de la République, c'est d'assurer, de garantir l'unité du pays. Voilà. Tous ses prédécesseurs, quels qu'ils soient, l'ont compris chaque fois qu'ils étaient confrontés à un risque de division profonde. Emmanuel Macron ne l'a pas compris ou n'a pas voulu le comprendre, et ça va jusqu'à la dissolution et à la réforme des retraites qui a montré une incompréhension totale du rôle du président de la République. Encore une fois, les autres l'avaient compris, que ce soit le général de Gaulle, la grève des mineurs en 63, Pompidou et De Gaulle décrètent la réquisition, ça ne marche pas, la grève s'étend, on retire la réquisition. En 68, Pompidou va accepter de négocier 2 fois de suite pour essayer de recoudre le tissu déchiré du pays et d'éviter que les ouvriers et les étudiants se réunissent. Mitterrand avec l'école libre, Chirac avec le plan Juppé et avec le CPE, etc. Bon, donc, ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est le rôle du président de la République. Et ce rôle-là, il n'a pas été rempli depuis 2017. Voilà. Alors, deuxième chose, si vous permettez un instant, sur ce qu'il dit à propos des cahiers de doléances. Moi, je trouve ça très, très intéressant parce que, vous savez, ça fait référence aux cahiers de doléances de 1789. Alors, les cahiers, ils étaient assez exploitables parce qu'ils étaient écrits dans tous les villages, dans toutes les paroisses, comme on disait à l'époque, par l'intellectuel du coin qui était, quel que soit son rôle dans la société, avait baigné dans le siècle des Lumières, et donc il y avait une sorte d'homogénéité quand même de la pensée qui permettait d'exploiter ces cahiers de doléances. Là, c'était pas le cas, ça partait évidemment dans tous les sens, ça ne couvrait pas non plus l'ensemble de la population comme à l'époque. Et vous savez ce qu'on a fait? On a fait quelque chose que je trouve extraordinaire, que personne n'a vraiment relevé. On a mis tout ça dans une base de données. On a fait passer dessus un algorithme sémantique qui a fabriqué un nuage de mots. Et on a regardé tous les termes qui venaient le plus souvent possible. Alors, voilà. Et on a dit, voilà, c'est ce que pensent les gens et voilà à quoi je vais répondre. Alors, juste une remarque, c'est que moi j'ai appris quand j'étais jeune qu'un très grand économiste américain, un très grand logicien qui s'appelle John Kenneth Arrow, avait démontré un théorème de pure logique, qui disait que on ne peut pas, à partir des préférences de chacun, induire une préférence d'utilité collective. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a fait là, en se cachant derrière l'intelligence artificielle. On a fait quelque chose qu'on ne peut pas faire, et donc on s'est moqué du monde avec l'intelligence artificielle. Henri Guénaud, vous avez raison. Françoise Laborde, quand François Bayrou dit et reprend cette phrase « ceux qui comptent, ceux qui ne comptent pas », on entend la phrase d'Emmanuel Macron, « ceux qui ne sont rien ». Et c'est une critique. Oui, c'est une critique. Mais je pense que ce qui est intéressant quand même dans le discours de François Bayrou, alors je sais que je suis en minorité sur l'idée de considérer que c'est plutôt un bon discours de politique générale, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette idée de vouloir associer au maximum les Français, de jouer la transparence, de jouer l'unité nationale, d'avoir une formule qu'il appelle la nouvelle promesse française. Alors bon, c'est pas Chaban-Delmas, c'est la nouvelle société, mais il y a un peu de l'idée de quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, arrivons, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la vie politique, il n'y a pas que les partis politiques, il n'y a pas que les petites querelles de partis, il y a quelque part une vraie France. L'époque de Mitterrand, c'était le
pays réel, des choses comme ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a là quelque chose qui est intéressant, nouveau, et qui est de nature à plaire à un électorat qui est sans doute plus large qu'on imagine, modéré, y compris d'ailleurs des gens qui votent pour le Rassemblement national, et y compris sans doute un certain nombre d'électeurs de gauche, parce qu'ils défendent des valeurs qui sont des valeurs de la France universelle. Monsieur Revel, demande la parole, d'accord et écrit. Je vais vous dire, moi je l'ai trouvé généreux, exhaustif, humaniste. Qu'est-ce qui vous prend, Éric? Vous voyez, il a. Bon, c'est le non, mais comment tu le sais? Non, très social-démocrate. Bah oui. Mais moi, je vais vous dire le sentiment que j'ai eu. Et même c'est que, en fait, François Bayrou, faute de majorité, tout ce que vous voulez, en fait, il tournait les pages d'un livre de son histoire politique personnelle et sa vision de la France depuis 50 ans. Voilà. Les constats sont fabuleux, les machins sont fabuleux, mais pour le reste, il croit en son destin. Il parle de réduire la dépense publique, mais vous avez vu une piste, il y a un truc, si, il parle des 1000 agences qui servent à pas grand-chose. Gauthier Lebret. Jean-Luc Mélenchon va faire un entretien aux Parisiens qui doit tomber normalement après le 20h d'Olivier Faure pour connaître évidemment le positionnement du PS. Mais il y a déjà des phrases qui sortent de cet entretien. Jean-Luc Mélenchon avertit les socialistes, tous ceux qui ne votent pas la censure sortent du NFP et on met une option sur leur circonscription. Donne Mélenchon menace. C'est évidemment normal, ça ne peut pas finir autrement. Et là commence le dilemme pour le Parti socialiste. Mais il n'y a pas de dilemme. Ils seront laminés. Ils vont se faire manger de tout cru. Je me demande ce que va faire François Hollande. Ils vont se faire manger tout cru aux législatives et dans leur municipalité. Mais pourquoi il y avait dilemme pour Olivier Faure? Parce que sa base était très mécontente de la censure de Michel Barnier et de ce qui est en train de se passer avec la France Insoumise. Il a un congrès pour évidemment redevenir premier secrétaire du PS, donc il était obligé d'entendre la ligne anti-censure. C'est pourquoi Olivier Faure a tâtonné, parce qu'il a ce fameux congrès et qu'il ne veut pas perdre son siège de premier secrétaire du PS. Systématiquement d'être le petit shérif de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais la serpillière, avait dit Robert Ménard. La serpillière, pardon. Non mais c'est ça le paradoxe de l'histoire. C'est qu'il est accusé. Non mais il est accusé d'être le laquais de Jean-Luc Mélenchon. Il s'en émancipe le temps des négociations. Il revient à la maison et là il se fait. Non mais là c'est pire que tout. C'est épouvantable politiquement. Le Premier ministre qui rentre dans un salon. Le Premier ministre et le gouvernement ont cru jusqu'à la dernière minute que le PS viendrait. Moi je leur disais, il ne viendra pas. Parce que mais ça dépendait des annonces. Les annonces qui ont été faites aussi par François Bayrou vont absolument pas pour les plus symboliques, dans le sens de ce que demandait le PS, le PC, les écologistes. Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'effectivement, Olivier Faure, il pense à sa circonscription et à celle d'un certain nombre de ses camarades autour. Il y a une seule solution, c'est la proportionnelle pour le PS. Voilà, le PS a besoin de la proportionnelle, mais il y a un pari. Mais alors comme ça n'arrivera jamais. J'aimerais entendre Henri Guénaud sur cette querelle à gauche. Alors là, c'est la fin des haricots à gauche, là. Mais ils s'entendront à nouveau. Non, c'est pas la fin des haricots. Dans l'interview de Jean-Luc Mélenchon, il y a effectivement la menace sur les circonscriptions de ceux qui voteront la censure. C'est d'abord. Ils la voteront pas. Qu'ils la voteront pas, pardon. C'est de bonne guerre. Tout le monde savait ce qu'il dirait si quelqu'un votait la censure. D'ailleurs, à mon avis, ils voteront pas la censure. Enfin, ils voteront la censure, pardon. Oui, mais Henri, vous m'avez perdu, là. Ils vont la voter. Ils voteront la censure parce que je ne vois pas à quoi ils peuvent s'accrocher dans le discours de politique générale pour avoir une bonne raison de ne pas la voter. Boris Vallaud l'a dit. Mais Boris Vallaud l'a dit, et ils attendaient au moins une suspension sur la réforme des retraites, et ils n'ont même pas eu ce geste. Voilà. Et alors, mais je trouve aussi que le défi auquel était confronté François Bayrou était impossible à relever. Faire un discours de politique générale sans entrer dans le sujet majeur qui est celui de la loi de finances, du budget de la sécurité sociale et de l'État, c'était impossible. Et d'ailleurs, il ne l'a pas relevé. Il est obligé de rester à un niveau de généralité. Et quand il a très très grand, et quand il est sorti des généralités très très grandes, il n'y avait que des coups à prendre. Et d'ailleurs, il en a pris, parce que plus on va d'ailleurs réfléchir à ce discours et le commenter, et plus il va en prendre. Qu'à chaque fois qu'il a dit quelque chose, c'était ou des poncifs, ou vaseux, ou ça prêtait à beaucoup d'interprétations. Des petits trucs sur la proportionnelle, sur la banque de la démocratie. Mais alors, arrêtons-nous juste sur ces deux sujets. La proportionnelle, c'est une idée catastrophique. Bon, c'est l'enterrement de la Ve République. Dites les socialistes, ils en ont besoin. S'ils font 5% au niveau national, ça va pas arranger leurs affaires. C'est leur pari. Ils vont plus avoir personne.
au Parlement, parce que la proportionnelle à 5%, je pense qu'il y aura... C'est 0. Voilà, ce sera 0. C'est 0. Alors, c'est la première chose. La deuxième, c'est la banque de la démocratie. Alors, c'est intéressant de poser la question du financement des campagnes et des partis. C'est un vrai sujet. Alors, la banque pour la démocratie, je n'ai toujours pas compris, je n'ai jamais compris comment ça pouvait fonctionner. Avec quel argent ? Vous prenez tous les candidats, mais même si vous avez de l'argent, vous prenez tous les candidats à la législative et vous les financez, tous les candidats à la présidentielle. Si vous ne prenez que ceux qui sont à la présidentielle désignés comme candidats par le Conseil constitutionnel, ça se passe quelques semaines avant Donc, il n'y a pas moyen de faire campagne. Donc, en fait, vous n'avez rien pendant la quasi-totalité de la campagne. Fausse bonne idée. Non, il y a une autre façon de procéder, mais à mon avis, personne ne le fera. Mais c'est pas la banque de la démocratie. De toute façon, c'est d'envoyer un chèque à chaque inscrit sur les listes électorales, en lui laissant le soin de le donner au parti qu'il veut, pourvu que ce parti ait un statut de parti. Ensuite, le parti va porter ce chèque au Trésor public, que ce soit un nouveau parti ou un ancien, au lieu du système actuel qui est un système de rente qui verrouille le système politique. Et puis, le Trésor calcule la dotation du parti en fonction du nombre de chèques qu'il a reçus. Ça va susciter des questions, là, mon cher Henri. Mais certainement pas vous donne un chèque. Mais vous ne résolvez pas la question des... Non, mais c'est un vrai sujet, quand même, d'obtenir les crédits auprès des banques. Et ce sont les gens qui décident. Voilà, qui doit avoir le financement. Mais si vous faites la banque, moi, je ne vois pas comment cette banque peut fonctionner. Parce que vous prenez les législatives, vous avez 50 candidats dans une circonscription, alors vous allez financer les 50 autres qui vont se présenter dans la circonscription. C'est pas possible. Voilà. Et pour la présidentielle, j'y reviens, ça veut dire que pendant les 3/4 de la campagne, enfin les 9/10 de la campagne, vous n'avez rien. Bon. Ok. Alors, Louis Dragnel, vous voulez rajouter quelque chose ? Sinon, on écoute la réaction de Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. Je suis entièrement d'accord avec Henri. On est assez rare, c'est de plus en plus rare d'avoir des défenseurs du système actuel législatif et d'être contre la proportionnelle. Mais vous êtes rare aussi, et vous avez raison. Non, simplement, là où, si on veut être... Je vais un peu dans le sens de Françoise Laborde. Si on veut avoir un peu de bienveillance pour François Bayrou, là où l'exercice était quasiment impossible, c'est qu'il n'a pas de majorité absolue. Il n'a pas de majorité absolue, donc il ne pouvait pas dire grand-chose globalement. Donc il était obligé de dire des généralités, de ne pas dire grand-chose. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il est complètement corseté. Il est très limité. On le voit bien. Alors la difficulté, c'est qu'à chaque fois, Michel Barnier avant, et j'ai bientôt terminé, et là, François Bayrou, donne toujours l'impression qu'en réalité, ils ont le pouvoir. Mais ce que je trouve un peu triste, c'est qu'il vaut mieux dire un peu la vérité aux gens. Voilà, là-dessus, on peut pas, là-dessus, je ne peux pas. Et expliquer sur quel levier il peut bouger. Je suis d'accord. Alors, tout à fait d'accord. Vous êtes toujours d'accord, tous les deux? Non, ça, c'est pas vrai. Toujours. Mais je suis d'accord, cette analyse, il vaut mieux dire, et c'était vrai pour Michel Barnier, c'est vrai pour François Bayrou, voilà, nous ne sommes pas un gouvernement comme n'importe quel gouvernement, il n'y a pas de majorité, il y a un président de la République, il y a un pays divisé, et par conséquent, je ne peux pas vous faire un discours de politique générale comme le ferait n'importe quel Premier ministre, Raymond Barre en 76 ou Pierre Mauroy en 81, ça n'est pas possible. Donc voilà quelle est ma mission, voilà sur quoi je vais me concentrer, et le reste, ça attendra que la situation politique du pays le permette, c'est-à-dire que le pays le permette. En fait. Oui, mais sinon vous décevez les gens, de toute façon ils sont déçus. Et puis plus vous élargissez le champ, plus vous prenez de risques de vous faire renverser.